Il y a un temps pour se taire, un autre pour parler. Qui décide du moment? Est-ce le vent qui souffle, le soleil qui se reflète sur la neige ou simplement le destin qui se met à dessiner le présent sur des fragments du passé afin de nous offrir la toile de notre avenir? Je ne peux dire. Je sais seulement que la mort m'oblige à laisser sortir des mots de ma bouche. J'y vais. À la fin du mois de décembre 2015, j'ai rêvé que j'étais dans la cuisine de Benoît Perron, un conférencier, enseignant et animateur de radio qui fut inéluctablement le numéro 1 de l'information au Québec. Il était là, debout. Il m'a dit « Timarc » pour ensuite sortir une bière de son réfrigérateur. C'était une Wildcat. C'est con, mais comme je bois que des potions de microbrasseurs québécois, je me suis réveillé. C'est comme ça. Dans les rêves, on ne réfléchit pas. Par contre, il arrive que les rêves nous inspirent des réflexions lorsque nous sommes réveillés. Dans mon cas, le 1er janvier 2016, je me suis dit, en pelletant un peu de neige, que je devais absolument m'organiser pour rencontrer Benoît Perron en personne. Il était trop tard pour la noble intention. Benoît venait de décéder dans la nuit du 22 au 23 décembre 2015, quelques jours avant mon rêve. J'ai appris la nouvelle le 2 janvier 2016. Je ne sais le comment ni le pourquoi, mais ma première réaction fut de dire qu'il avait été assassiné, sans même connaître la cause de son décès. Je crois que ce fut légitime. Benoît traitait de sujets qui dérangeaient de nombreuses personnes. Il y avait un dénommé Titus d'Enfer, la personnification moderne de la honte, un débile servile au service d'une Gestapo moraliste et mondialiste que j'avais présenté en 2016 dans la vidéo Benoît Perron, Verint, deuxième partie. Une personne qui avait accusé Benoît d'être un extrémiste de droite et un antisémite et qui le menaçait de le poursuivre en justice et de lui faire perdre son emploi. Il y avait aussi les chefs, dont la personne ou encore l'organisation qui avait commandé les services d'un espion, peut-être un détective, qui se retrouvait dans une voiture blanche stationnée sur la rue Ontario, telle que présentée dans la vidéo Mes souvenirs d'un copain. Des gens qui avaient certainement de mauvaises intentions. Sinon, pourquoi espionner Benoît? C'était hier. À son décès, je n'avais pas vu Benoît en personne depuis près de 4 ans. J'ai beau avoir cru à son assassinat, ce long délai était assurément suffisant pour me permettre d'extirper de mon esprit cette idée au nom de la raison et du bon sens. Puis je vous avoue que j'ai fait des efforts. Mais c'est lors d'un service religieux donné à son honneur le 15 janvier 2016 que j'ai réussi l'impossible. À cette occasion, j'ai pu rencontrer des visages connus et des amis, en plus d'écouter les témoignages de sa famille. Celui de sa fille m'a éclairé comme aucun autre. Elle a trouvé le corps de Benoît le matin du 23 décembre. Il y avait du sang qui sortait de sa bouche et tachait son oreiller. Bref, Benoît a été victime d'un anévrisme cérébral. Le lendemain matin, le samedi 16 janvier, j'étais heureux de me dire que Benoît était parti naturellement. Heureux de constater que le destin avait fait son devoir en me rappelant une petite conversation avec Benoît dans sa voiture à propos des croyances. Benoît, celui qui se disait athée, croyait profondément que l'univers pouvait se mettre au travail pour l'aider
lorsque c'était nécessaire. Est-ce que c'était ce que j'avais vécu la veille? Je peux pas dire. Parce que malheureusement, alors que je débutais la vaisselle un peu après 10 heures, j'ai eu l'impression que l'univers s'efforçait aussi de nous faire changer d'idée. Cela faisait à peine 30 secondes que j'avais allumé la radio à CIBL FM lorsque la chanson Madame Rose de Fred Fortin s'est mise à jouer. Cette chanson traite d'un assassinat. Et oui, le mot était revenu dans mon esprit. Plus tard, lors de déplacements en autobus et en métro, ce même univers semblait vouloir me gaver de synchronicité. Vous savez, ces moments qui jumellent l'environnement observable à des pensées profondes qui produisent des suites d'idées et de sentiments. Je ne me souviens plus ce que comportaient ces synchronicités. Je sais seulement qu'à la fin de l'après-midi, l'idée de l'assassinat s'étendait de nouveau dans mon esprit. Un autre samedi, j'ai rencontré Gilbert, un ami de Benoît. Il s'est retrouvé face à moi dans un wagon du métro de Montréal pour me dire qu'il n'avait pas eu d'autopsie du corps de Benoît, comme pour m'inviter à douter de la cause de sa mort avant de me quitter à la station suivante après un peu plus d'une minute de conversation. À la même époque, j'avais parcouru un enregistrement numérique de l'Éconoxydable diffusé à CIBL FM. À ma première tentative pour connaître le contenu du fichier, j'ai dû mettre fin abruptement à cette activité pour fuir une chanson de Plume la Traverse qui me rappelait le témoignage de sa fille lors des obsèques du 15 janvier. Écoutez, vous comprendrez. J'ai fait un autre rêve sur Benoît Perron durant l'été de 2016. Je voyais Benoît assis dans une pièce blanche, dos à moi. Il œuvrait à une activité qui ne l'emballait pas de son vivant. Taper sur des clés d'un clavier d'ordinateur devant un écran cathodique. Je me suis avancé vers lui, c'était bien Benoît. Je lui ai dit sur un ton de surprise « Tu n'es pas supposé d'être mort? » Je me souviens plus de la suite. Je sais que je me suis réveillé troublé par mon expérience en me disant « C'est quoi ce rêve de débile? » Parce que le rêve était un peu traumatisant. Je me suis ensuite réendormi pour continuer ce foutu rêve. Non seulement Benoît n'était pas mort, mais il était accompagné de son sosie. C'était en fait son frère jumeau de retour au Québec après s'être battu en Afghanistan. Ce faux Benoît ne parlait pas, sauf un détail. À un certain moment, son visage était recouvert de pustules, sans que je puisse comprendre la raison. Pour ce qui est du vrai Benoît, il semblait avoir des problèmes avec son jumeau. Je le crois, car il semblait évasif et moins enjoué que dans sa vraie vie. Peu importe, je me retrouvais ensuite attablé avec les deux Benoît. L'original était face à moi. Nous étions séparés tous les deux par une longue table rectangulaire blanche, alors que son sosie était assis à ma gauche. Sur la table, il y avait un long couteau, avec une lame d'environ 20 cm terminée par un manche noir. Le jumeau l'a pris pour me poignarder dans le dos du côté gauche. Bon, pas de douleur. Je sens pas que du sang coule dans mon dos. Je sens pas que j'ai une blessure. Je suis donc resté assis à parler avec Benoît pour enfin me faire dire par ce dernier que je n'aurais pas dû savoir qu'il est toujours vivant. Pour cette raison,
je devais être éliminé. J'ai donc décidé de fuir pour sauver ma peau, pour ensuite me réveiller. Je me suis aussitôt levé en jurant encore une fois pendant que je me dirigeais à l'extérieur pour ramasser le devoir dans ma boîte aux lettres. Puis j'étais traumatisé. Pourquoi? Je ne sais pas. Sauf un petit détail. Pendant ce temps, une voix dans ma tête claire et audible m'informait que j'étais le prochain sur la liste. Le prochain sur la liste de quoi, j'ai questionné? Le prochain à me découvrir un frère jumeau? Le prochain à être mort sans être mort? Et le prochain à me faire assassiner? Cette expérience me semblait menaçante au point d'envoyer un courriel à un ami de Benoît pour lui conter mon rêve alors qu'il était encore frais dans ma mémoire. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas été éliminé. Pour ce qui est de ce dernier rêve, je vous avoue que je le digère mal encore aujourd'hui. J'explique les raisons à la deuxième partie.